Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo foire aux questions. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Alors, vous avez été relativement nombreux à m'envoyer vos questions, je les ai toutes notées et je vais y répondre dans un instant. Pourquoi dans un instant? Parce que vous voyez sur la table certains éléments et je vais vous expliquer ce que ça fait là d'abord. Alors évidemment, c'est en lien avec les futures vidéos. Vous savez déjà que je prépare une vidéo sur les coach guns, mais en fait j'attendais pour la faire de recevoir deux choses. De recevoir des cartouches, j'en ai une centaine, des cartouches chargées à la poudre noire, de façon à ce que je puisse faire beaucoup de bruit et beaucoup de fumée pour vous présenter ces coach guns. Et puis les deux coach guns qui sont là vont être rejoints très bientôt par un troisième, je pense dans la semaine qui vient ou dans les 8-10 jours qui viennent. Donc j'attends qu'il arrive pour faire cette vidéo qui sera donc une vidéo complète. Maintenant vous voyez ici un très très bel ensemble holster, double holster. Pourquoi? Parce que je prépare une vidéo sur les holsters de l'Ouest qui va s'appeler justement les holsters de l'Ouest, le petit clin d'œil aux mystères de l'Ouest qui ont bercé mon enfance, mais je suis sûr beaucoup de la vôtre aussi. Voilà, cet ensemble a été fabriqué sur mesure pour moi par NG Cuir. NG Cuir, c'est Nicolas Gosserand, qui est un artisan qui travaille le cuir d'une manière absolument fabuleuse, et je vous en parlerai en détail. Donc on fera une vidéo sur les holsters qui ont existé, ceux qui n'ont pas existé, ceux qui sont des inventions d'Hollywood, etc. Enfin, on rentrera dans toute l'histoire des holsters de l'Ouest. Et voilà. Et pourquoi j'ai un Remington, un Schofield et un Colt SA devant? Eh bien parce que j'avais demandé à Nicolas de me faire des holsters dans lesquels je puisse porter ces trois revolvers. Et c'est ce qu'il a fait d'une fort belle manière. Et les trois rentrent impeccables. Et il y a quand même un petit peu de rétention. Donc c'est exactement pile poil ce que je voulais. On en parlera, on développera ça le moment venu. Voilà, dernière chose, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'attendais une Winchester de l'armée française. Elle est ici, voilà, je ne ferai pas de vidéo dessus, pour la simple et bonne raison, comme je vous l'indiquais, c'est que notre ami de la chaîne Le Feu aux Poudres, notre ami Thomas, eh bien, prépare une grosse vidéo sur cette arme pas française, mais qui a servi dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Elle est de 1914. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la foire aux questions. Alors, j'ai pas regroupé les questions par thème, je les ai pris comme elles venaient, et puis j'y réponds le plus spontanément possible. J'ai pas préparé de réponse. C'est soit je sais y répondre et j'ai pas besoin de prendre de notes, soit je sais pas et je vous dirai je sais pas. Il y a quelques questions auxquelles j'aurais du mal à répondre. Voilà, alors je les ai notées quand même parce que là je pourrais pas m'en souvenir. Donc on a Dimitri Johan Renucci qui me demande si j'ai prévu de faire d'autres vidéos sur le style de celle de la guerre de sécession. Alors c'est vrai que j'avais évoqué la possibilité de faire une vidéo sur l'histoire de la guerre de sécession. Ça me trotte toujours dans la tête, mais c'est un gros boulot, vous imaginez bien. Et là, il me demande si, éventuellement, sur l'histoire de l'Amérique en général, etc. Donc, cher Dimitri, j'en sais rien. Une vidéo sur la guerre de sécession, ça m'intéresse bien. Ce qui est quand même, relativement une des choses... Enfin, si on veut expliquer la guerre de sécession, il faut remonter un siècle en arrière, etc. Donc on va faire l'histoire de l'Amérique en réalité. Voilà. Alors, il me demande également s'il y avait dans les climats extrêmes, pour des climats extrêmes, donc je pense plutôt le nord, s'il y avait des factures d'armes est-ce qu'il y avait des fabrications spéciales d'armes pour résister au grand froid, etc. etc. J'avoue que j'en sais rien. Je pense que une Winchester pouvait tout à fait résister au grand froid, à mon avis, je sais pas, pour peu qu'elle soit un peu protégée, etc. Là, j'avoue que j'ai pas de réponse. Et il me demande également une histoire sur les duels. Une histoire sur les duels. Alors, ça tombe bien, Dimitri, parce que je prépare une grosse vidéo sur la fusillade d'Hockey Corral. Pourquoi? Parce que la fusillade d'Hockey Corral,
qui est quand même le duel le plus célèbre de tout l'Ouest, hein. Eh bien, c'est une histoire compliquée, en fait. C'est pas aussi simple que nous le montrent les films ou certains bouquins. C'est très compliqué. Donc, en fait, évidemment, on va parler des 30 secondes, hein, à peu près, 30 secondes qu'a duré cette fusillade. On rappelle, c'était le 26 octobre 1881. Mais ces 30 secondes, comment elles se sont déroulées et qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé. Voilà, et on va voir qu'on va être obligé de parler de l'irruption de cette ville, qui est une ville minière, la ville de Tombstone, en Arizona, au sud de l'Arizona, et à la frontière donc, du Mexique. On va parler de ses habitants, parce que évidemment, on connaît les plus célèbres qui sont les hommes de loi et puis les méchants, entre guillemets. On verra que c'est des vrais gentils, il n'y en a pas beaucoup en fait dans cette histoire. On va parler politique parce qu'on va s'apercevoir que la politique a joué un rôle non négligeable dans cette fusillade, etc., etc. Donc je développe tout ça dans une future vidéo, donc Dimitri, soyez attentifs à ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Question de Christophe Pern. Christophe Pern, ton râtelier est-il sécurisé et sinon utilise-t-il des coffres? Bon. Alors mon râtelier n'est absolument pas sécurisé. Donc je précise que les armes sont exposées pour les vidéos, sont exposées quand j'ai des amis tireurs qui viennent à la maison, mais la plupart du temps, elles sont au coffre. Et puis voilà, elles ne bougent plus, quoi. Voilà, elles dorment tranquillement. Je les laisse jamais exposer si je ne tourne pas de vidéo, s'il n'y a personne à la maison, évidemment. Tout est au coffre. Voilà, parce que même en passant, puisque la loi l'autoriserait, hein, les armes de catégorie C, vous savez qu'on peut les garder exposées à condition qu'on passe, par exemple, un câble pour les rendre impossible à utiliser immédiatement. Bon, c'est pas beau, voilà. Donc, quand je reste à la maison, je vais le dire franchement, quand je reste à la maison, quand je sais que je ne vais pas sortir, je les laisse exposer, parce que c'est mon plaisir aussi, d'avoir mes armes sur le râtelier. Et il y en a d'autres qui vont arriver d'ailleurs. Il est loin d'être complet. Mais quand je m'en vais, même si je m'en vais une demi-heure, même si je m'en vais un quart d'heure, une demi-heure, je vais faire une course, je reviens, hop, il y a tout qui part au coffre. Voilà, moi je ne plaisante pas avec ça. Voilà, donc Christophe, je pense avoir répondu à ta question. Question de Arthur Soulière. Alors Arthur me demande quelle est la différence entre carbine, short rifle et rifle. Et bien tout simplement, pour faire grosso modo, c'est la longueur du canon. Voilà. Voilà, c'est tout, c'est la longueur du canon. Généralement, les rifles ont un canon octo, mais pas tout le temps. Il y a eu des rifles à canon rond, voilà, j'en ai eu d'ailleurs. J'ai possédé une Winchester de 1893, un modèle 73, mais de 1893, qui avait un canon rond, et je ne l'ai pas gardé parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop les différents calibres. Je l'avais acheté, elle était en 32-20. Et franchement, le 32-20, c'est le calibre le plus poussif qui soit dans une Winchester, quoi. Donc je l'ai revendu, et puis voilà. Donc la différence, elle est essentiellement, effectivement, sur les longueurs de canon. Question de Tommy Cobra, qui aimerait que je fasse une histoire des carabines Sharp. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, Sharp, de Christian Sharp, qui était un Français, d'ailleurs, et qui, j'en ai parlé dans l'histoire quand j'ai raconté l'histoire de la naissance de Smith & Wesson. J'ai parlé un peu du rôle qu'a joué Christian Sharp dans la naissance de Smith & Wesson. C'est un rôle marginal, mais quand même. Alors effectivement, une histoire des carabines Sharp, ça serait vachement intéressant, sauf que j'y connais pas grand-chose en carabine Sharp ou en fusil Sharp. J'en ai encore jamais possédé. J'ai bien l'intention de m'équiper, parce que c'est une arme qui a fait l'Ouest aussi, hein, donc je me dis, puis c'est quand même assez beau, donc je me dis, un jour ou l'autre, j'aurai du Sharp, de même que j'aurai du Spencer à la maison. Bon, quand, j'en sais rien. Bon, ma priorité pour le moment sont quand même les Winchester, les leviers de sous-garde de manière générale. Question de Akazu. Alors Akazu, est-ce que je recharge mes munitions? Eh bien Akazu, je ne suis plus rechargeur depuis
20 ans au moins. Et à l'époque, je rechargeais du 308, je rechargeais du 357 Magnum, je rechargeais des calibres modernes, entre guillemets, bien que je rechargeais aussi du 303, parce que j'avais un Lee Enfield, donc du 303 British. Mais j'ai jamais rechargé de 45 long Colt, jamais rechargé... Enfin, ça fait 20 ans que je ne recharge plus, je serais incapable de vous donner des conseils en rechargement, parce que j'ai carrément tout oublié, j'ai revendu mon matériel à l'époque. J'ai l'intention de me rééquiper, ça serait pas mal effectivement que je me remette à recharger. Notamment parce que ben, j'ai le problème qui s'est présenté, c'est que sur la vidéo que je souhaite faire sur OK Corral, je vais effectivement utiliser mes armes western pour faire cette vidéo, et je souhaite qu'elle tire à la poudre noire. Et bien pour trouver des munitions de 45 long Colt à poudre noire quand vous n'êtes pas rechargeur, eh ben, c'est pas évident. Bon, j'ai fini par les trouver, je ne les ai pas encore reçus, mais je vais les recevoir. Et je me dis, bon, racheter, enfin si je suis amené à tirer souvent à la poudre noire, soit pour le plaisir, soit dans le cadre de certaines vidéos, ben, j'ai peut-être intérêt à me rééquiper, c'est pas si cher que ça, avoir un monoposte, hein, je veux dire, j'ai pas besoin que de faire 10 cartouches en même temps, surtout que j'ai besoin que de petites quantités, donc je me dis, je vais peut-être me rééquiper, recharger, on verra. Quoi qu'il en soit, je recharge jamais le 9 para et le 45 ACP et le 223. Pourquoi? Parce que c'est des munitions qui sont quand même pas très chères. Et puis voilà, bon, si vous en tirez 500 par jour, ça vaut le coup de recharger. Mais si vous en tirez une boîte par semaine, franchement, ouais, je vais dire en moyenne, une boîte de 9 para, c'est 12 balles, quoi. 12 euros, ça vaut pas le coup de recharger, enfin je pense. Voilà, donc à Kazoo, voilà la réponse. Question de Franck Giraudet, d'où me vient la passion des armes de l'Ouest? Alors j'ai déjà répondu à cette question dans différentes vidéos. Bah, c'est tout simplement parce que quand j'étais gosse, alors mon père était militaire, donc j'ai toujours connu un peu les armes à la maison. Et puis, ben, moi je suis né en 61, donc je veux dire, à la fin des années 60, 68, 69, 70, bon c'est tous les western spaghetti, puis les années 70, voilà, Mon nom est personne, tout le bazar. Bon, moi j'ai baigné là-dedans, ça a très certainement marqué mon inconscient, quoi, enfin voilà, et que j'ai toujours aimé ça, voilà, les armes de loi, j'ai toujours aimé ça, vous le savez, si j'ai qu'une seule arme à garder, ça sera le Colt SA, si je peux pas tout garder évidemment, ce qu'on aimerait tous faire. Voilà, donc ma passion des armes de l'Ouest vient de là, elle vient de là. Question de Gérard Blanchard, quel est mon calibre préféré en arme de poing et en arme d'épaule? Alors c'est difficile de répondre à cette question, c'est comme de dire quel est ton film préféré ou quelle est ton arme préférée. Alors évidemment, arme préférée, je peux répondre, c'est ça. Mais tout dépend de l'usage, tout dépend de la circonstance. Voilà, tout dépend de ce qu'on veut faire, quel est le projet avec l'arme en question. Donc moi je m'éclate très bien avec du 22 long rifle, comme je m'éclate bon, moins bien quand même avec du 44 Magnum en arme courte, parce que j'ai eu plusieurs 44 Magnum et à chaque fois je les ai revendus parce que oh, c'est pas confortable à tirer, quoi. Bon, bref, je reviendrai sur cette question parce que quelqu'un d'autre me l'a posé avec plus de détails. Donc je répondrai tout à l'heure, Gérard, à cette question. Alors Gérard me demande quand même quelle arme de poing et d'épaule conviendrait pour débuter dans le cowboy action shooting ou dans les armes western. Ben, je dirais que prendre un Pieta ou un Huberti en 1873 avec un calibre historique, hein, le 44-40 ou le 45 long Colt, ça se coupe pas vraiment, c'est très tenable, même si c'était des cartouches relativement puissantes pour l'époque, ça reste quand même, c'est tirable, quoi. Y a pas de, on va pas se traumatiser avec ça. Et puis bah, une Winchester, une 73, ça c'est une Huberti, voilà, avec ça, dans le même calibre si possible, et comme ça, t'es équipé, il n'y a pas de problème. Pour débuter, ça convient très bien. On n'est pas obligé. Enfin, moi je suis d'une génération, je vous rappelle que je tire depuis, enfin je suis licencié FFT depuis 1983, à l'époque il n'y avait pas de dire on fait 10 séances au plomb, après on passe au 22, après on va chez le psy, après on va chez le machin, rien de tout ça qui existait. Moi ma première arme ça a été un 38 spécial, et puis bah ça quoi, voilà, puis après j'ai eu, voilà, et puis on apprend comme ça et c'est très bien, c'est comme les voitures, quoi. Enfin, je veux dire, vous pouvez très bien passer votre permis sur une voiture je sais pas, sur un cabriolet Mercedes et sur une 205.
c'est pareil. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Alors, Christian Gauthier. Alors, Christian Gauthier me demande si je vais faire une vidéo sur les 22 longs rifles western. Vous savez que le SA existe en 22 longs rifles. Et que, effectivement, il y a quelques leviers de sous-garde qui existent, notamment, on trouve de la 1873 en 22, hein, Huberti en a fabriqué, et on trouve de la 66 aussi, 1866 en 22, donc j'ai pas prévu, Christian, spécialement de vidéos sur le 22 long rifle. En fait, vous avez remarqué, je fais pas vraiment de vidéos sur les calibres, moi je fais des vidéos sur l'histoire des armes. Peu importe leur calibre, hein, quelque part, voilà. Pour moi, enfin, une vidéo spécifique sur les 22 longs rifles dans les armes western, je dis pas non, hein, je veux dire, mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui me... Mais j'en ferai certainement. Alors, après, faire des vidéos où on me voit tirer avec des armes western en 22 long rifle, pourquoi pas? Mais il faut savoir quand même que le 22 long rifle, dans les Winchester et les 1873 ou les Schofield ou les Remington, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Donc, bon. La 22 existait, hein, attention, mais n'était pas utilisée dans ces armes-là. Donc, faire une histoire de... Après, oui, mais vous trouvez ça sur d'autres chaînes. Hein. Il y a des chaînes qui font des vidéos spécifiques sur le calibre 22 long rifle. Donc, c'est intéressant, je les regarde d'ailleurs. Donc, mais moi-même en faire une, bon, pour le moment, non, on va dire. Alors, Olivier 83, je suppose que tu habites le 83, ou je sais pas. Donc, on est peut-être voisins. Tu me demandes, ça rejoint un petit peu la question de Christian, si j'ai prévu de faire des vidéos sur les munitions des armes de l'Ouest. Ben, pas vraiment. Et sur le rechargement, donc j'ai répondu tout à l'heure, je ne recharge plus. Je vais peut-être m'y remettre à ce moment-là. Mais il y a pléthore de chaînes qui parlent de rechargement et qui le font d'une manière que moi je ne ferai jamais. C'est-à-dire que c'est extrêmement pointu, c'est extrêmement... Voilà, moi je suis dans l'histoire des armes, je suis dans la passion, je suis dans le... Voilà, j'aurais du mal à parler de... Le rechargement, c'est pas désagréable, hein, puisque je l'ai pratiqué, c'est sympa de se faire soi-même ses cartouches, mais c'est pas ce qui me passionne le plus non plus. Donc j'ai pas prévu, non, puisque quand je parle d'une arme de l'Ouest, de toute façon, je parle de son calibre. Donc, enfin, je parle également de son calibre. Voilà, donc après, encore une fois, vous savez que je suis pas dans la description, la nomenclature, quoi. Je veux dire, la balle, elle pèse tant, elle mesure tant, le culot fait tant, non, ça m'intéresse pas trop, ça. Donc je préfère parler, encore une fois, des armes, de l'histoire, et de l'histoire de l'Ouest, comme je prépare cette vidéo sur Hockey Coral. Je fais des recherches sur les sites américains, partout. Franchement, c'est une histoire, mais on la connaît pas vraiment, quoi. Je veux dire, il faut vraiment se plonger dedans, et c'est fascinant. Donc là, oui, là, ça me passionne, j'ai envie de faire une grosse vidéo sur la fusillade d'Hockey Coral. Voilà. Donc Bubu010 me demande une histoire de l'Amérique, donc ça rejoint la question de Dimitri. Oui, il y aura de l'histoire de l'Amérique, alors peut-être pas une histoire de l'Amérique de A à Z, hein, mais bon, comme je le disais, une histoire de la guerre de sécession, et peut-être une histoire, ben voilà, comme je vais faire l'histoire d'Hockey Coral, ben c'est une page de l'Amérique, Hockey Coral, donc voilà, ça fera partie des histoires. Et question de Jory. Alors Jory m'avait simplement interpellé sur le fait que dans une vidéo, j'expliquais que ben, avant, on pouvait rafaler dans les stands, etc. etc. Bon. Je me dois de préciser quand même les choses, c'est que on n'avait pas le droit de rafaler, mais on était autorisé à le faire. Voilà. C'est-à-dire que le président du club, enfin dans le club où j'étais à l'époque, était pas le dernier à lâcher sa petite rafale. Généralement en fin de journée, quand on avait fini de tirer, quand on se retrouvait vraiment entre nous, voilà, là on disait allez hop hop hop, lâche une petite rafale, alors jamais un chargeur complet, attention, toujours rafale de 5 on va dire, grand max. Mais c'est jouissif, quoi. Et puis alors les autres fois où j'ai pu tirer
en rafale avec mes armes civiles, je vais y revenir parce qu'il me demande avec quelle arme je tirais en rafale, eh bien c'était au camp de Canjuers, il y a un club de tir au camp de Canjuers, réservé aux militaires, mais dans lequel les civils peuvent aussi aller sous certaines conditions, et qui de toute façon fait des journées portes ouvertes régulièrement. Alors ça remonte à plusieurs années, donc je ne sais pas s'ils en font toujours, mais à l'époque ils en faisaient, donc on allait passer toute la journée, on pique-niquait et tout, et on pouvait faire du TLD jusqu'à 1,5 km, je crois. Moi le plus loin que j'ai tiré c'est 800 mètres, voilà, parce que je tirais au 308, et que le 308 c'est pas fait pour tirer 1,5 km, enfin je pense pas. Donc c'était 800 mètres ou 1000 mètres, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Et là, évidemment, là aussi on était autorisé, mais avec la complicité du directeur de tir et tout ça, à sortir nos fusils d'assaut et à rafaler, pour ceux qui avaient la chance, entre guillemets, d'avoir des fusils qui rafalaient. Et puis là, on lâchait des rafales complètes, hein, c'est-à-dire chargeur plein, bim. Moi, à l'époque, j'utilisais un Galil ARM, c'est un fusil d'assaut israélien qui est obsolète maintenant parce qu'il est trop lourd, il est beaucoup trop lourd par rapport à ce qui se fait, mais ça reste une arme, enfin, moi j'ai eu zéro problème avec, je l'ai gardé plusieurs années, franchement c'est une arme merveilleuse, elle fonctionne très bien, etc. Et j'avais un HK G3, donc en 308, et le Galil ARM était en 223. Voilà avec quoi je rafalais, mon cher Jory. Alors, question de résilient français. À quel moment les stands ont basculé entre la destruction de matériel et les restrictions drastiques auxquelles on assiste aujourd'hui? Alors je ne pourrais pas situer l'année précisément parce que en fait le déclin entre guillemets s'est fait très progressivement. C'est pas du jour au lendemain où on nous a interdit de mettre des voitures à 100 mètres et de tirer dessus. Voilà, ça on le faisait, allez, dans les années, jusqu'au milieu des années 90, on le faisait encore. Voilà. Après, ben, ah non, les voitures, non, parce que machin. Donc on tirait sur des frigos, sur des trucs comme ça. De la récup, quoi, des trucs. En plus, on avait une déchetterie pas très loin, donc bon, c'était l'occasion. Mais tout ça, c'était, bah voilà, il y avait moins de restrictions. Mais comme je disais, les restrictions sont venues petit à petit, il n'y a pas vraiment de date. Je me souviens dans les années 2000, au début des années 2000, jusqu'en 2007, je crois, 2006-2007, on pouvait encore venir au stand, enfin le stand que je fréquentais, on pouvait encore venir au stand habillé en camouflé, avec gilet de combat, etc. Moi j'ai des tas de photos. Alors évidemment, parce qu'on se faisait des délires. On se disait, bon, samedi prochain, on vient tous déguisés, et on se fait un délire. Bon. Donc on arrivait, gilet de combat, les chargeurs, les flingues et tout, parce qu'on gardait les flingues dans les holsters et tout ça, et personne ne disait rien, quoi. Et puis il n'y avait pas de problème, enfin bon, bref, voilà, donc comment ça a basculé? Alors évidemment, tout ça c'est fini. Bah, petit à petit, voilà, bon non, ça, vaut mieux plus le faire parce que machin, bon ça c'est fini, les fusils à pompe terminés, alors les cache-flammes oui, mais les freins de bouche non, parce que, enfin, voilà, on peut plus rien faire. Bon bref, peu importe. Donc, Résilient français me demande de quand date cette transition. Il n'y a pas vraiment, je dirais les années 2000, voilà, les années 90-2000. Voilà. Et il me demande également, c'est une bonne question parce que c'est une question que j'ai vue aussi chez d'autres youtubeurs d'armes, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas créer une nouvelle fédération? Alors ça me semble compliqué, c'est pas interdit par la loi, mais concernant les armes à feu, ça me semble compliqué quand même de se pointer en disant voilà. C'est pas impossible, mais je m'y connais pas assez en juridique là-dessus. Il faudrait peut-être des transfuges de la fédé actuelle qui décident de claquer la porte et de monter leur propre fédé. Voilà, ça à mon avis, c'est peut-être faisable. Mais il faut connaître tous les rouages, il faut, voilà, moi à mon niveau. Déjà, j'aimerais bien monter un stand de tir, voilà, et quand on se rend compte des complications, on se dit, waouh, c'est très décourageant, quoi. Très décourageant. Moi, j'aimerais monter un club de tir pour faire du fun tir, vous savez, voilà. Pour dire, moi, dans mon stand, comme dans les stands des forces de l'ordre, hein, et d'ailleurs, merci aux forces de l'ordre, notamment au CTPV de Toulon, hein, ceux qui connaissent la région on savent, il y a un stand d'armes de poing, un stand d'armes d'épaule. Le stand d'armes d'épaule, c'est
c'est une carrière, en fait, une carrière qui a été reprise par les forces de l'ordre, et où on fait du tir tactique, du tir en mouvement, du tir en déplacement, du tir dynamique, au fusil d'assaut. Voilà. Je veux dire, c'est bon, puis on est chargé à la gueule, hein, c'est tout. Ensuite, on va dans les établissements du bas, donc il faut prendre la voiture, parce que c'est pas côte à côte. Et c'est, alors je sais plus trop, ça fait 2-3 ans que je suis, ouais, 3 ans que je suis plus allé avant le Covid. C'est des vieux bâtiments, des ateliers, une vieille usine, un truc comme ça. Et dedans, vous avez des pièces, des chambres, des trucs comme ça. Et puis vous avez tout un tas de situations et vous tirez au revolver ou au pistolet. Et puis vous avez le droit de l'avoir à la ceinture, etc. Et puis voilà, moi c'est un stand un peu dans cet esprit-là que j'aimerais monter. Mais vous imaginez bien que vu le climat actuel, c'est pas près d'arriver. Voilà, maintenant question de Thomas de la chaîne Le Faux aux Poudres. Je vous ai déjà parlé de cette chaîne, c'est lui qui va faire la vidéo sur... il fait des vidéos sur des armes de dingue. Il a autour de lui des collectionneurs qui ont des pièces mais rarissimes, genre il y a 3 pièces au monde et lui va tirer avec une des 3 quoi. Enfin bon. Voilà. Lui il me demande un comparatif, c'est intéressant. Il me demande un comparatif entre le SA 1873 et le Chamelot d'Elvigne, donc le réglementaire 73 français. Alors j'ai parlé du Chamelot d'Elvigne dans la vidéo que j'ai consacrée allons bon, je vais retrouver son nom quelque part. Où est-il, au secours? Ça y est, je ne le retrouve plus. Aidez-moi. Je parle, ah ouais, j'en sais rien. Comment il s'appelait? Le Galant, voilà, le revolver Galant, qui a failli être... qui a failli devenir le réglementaire français, puis c'est Chamelot d'Elvigne qui est passé devant. Bref, faire un comparatif, mon cher Thomas, entre le SA 1873 et le Chamelot d'Elvigne, eh bien non, c'est pas prévu. Bah, si tu me poses la question, parce que toi tu projettes de faire cette vidéo, eh ben fais-le, parce que, enfin fais-la, cette vidéo, parce que moi j'ai pas pris, d'abord j'ai pas de Chamelot d'Elvigne, donc voilà. Et puis alors très honnêtement, le Chamelot d'Elvigne, ça m'a jamais intéressé. C'est une arme que je trouve très moche. Et voilà, ça m'a jamais intéressé. Bref, je m'y suis intéressé pour faire la vidéo sur le Galant, mais c'est tout. Alors, question de Gilbert Pierrard. Alors mes calibres préférés, bon. Mes calibres préférés, ben encore une fois, ça dépend pourquoi faire, ça dépend, voilà, allez, pour répondre aux questions de manière générale. Si tout va bien, voilà, qu'on est heureux, que c'est les bisounours, ben j'ai pas de calibre préféré. Je vais aimer tirer au 9 para, parce que je tire aussi à l'arme moderne, je vais aimer tirer au 45 long col, je vais aimer tirer à la poudre noire, je vais aimer tirer à la poudre vive, je vais aimer tirer au 22, voilà, moi du moment qu'on tire déjà, ça me plaît bien. Maintenant en mode dégradé, en mode Walking Dead ou Mad Max, c'est évident que je prendrai certainement pas un Colt SA 1873. Voilà, je vais garder un PA en 9 para, je vais prendre un revolver aussi, je vais prendre un fusil de chasse et un fusil d'assaut. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de... Voilà, j'ai pas vraiment de calibre préféré, tout dépend des circonstances. Voilà, question de Cédric Fauché. Alors Cédric Fauché me dit quel levier de sous-garde, donc levier de sous-garde c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle levier de sous-garde, pour la chasse. Alors mon cher Cédric, je ne suis pas chasseur, je l'ai jamais été. La seule fois où je suis parti à la chasse, parce qu'un copain à moi est chasseur, et avait, enfin il en parlait tellement de belles manières de la chasse, que j'ai dit, bah, allez, je t'accompagne, mais j'ai pas de fusil, je t'accompagne avec mon 44 Magnum. Bon, je peux le dire, hein, il y a prescription maintenant, ça fait quand même un paquet d'années. Et à l'époque, j'avais un 44 Magnum, un Smith & Wesson, et je m'étais dit, je me ferais bien un sanglier au 44 Magnum, quoi. Bon, voilà, donc on y est allé 2 fois, et les 2 fois, on n'a rien vu, donc j'ai pas tiré, voilà la seule expérience que j'ai de la chasse. Donc, voilà, bon, peut-être qu'en mode dégradé, la chasse, il va falloir que je m'y mette quand même, hein, mais on verra. Bon, donc j'ai pas de conseils là-dessus, je sais que, a priori, pour ce que je crois savoir, hein, avec beaucoup de bémols,
je crois que les marlines sont réputées chez les chasseurs. Voilà, il y a beaucoup, je crois qu'on trouve plus de marlines pour la chasse que de Winchester. Enfin voilà, bon, encore une fois, bon. Sachant quand même que les Winchester, à la base, sont des carabines de chasse. Hein. Voilà, bon. Bon, ils chassaient l'Indien, mais c'est pareil. Voilà, donc j'ai pas de conseils là non plus, parce que je pourrais pas te dire, je suis pas chasseur, je n'utilise pas de carabine, je chasse pas. Alors, question de Holly Wolf. Holly Wolf, depuis combien de temps j'aime les armes? Bah, depuis tout petit. Voilà, j'ai déjà répondu tout à l'heure, depuis tout petit. S'il y a bien une constante dans ma vie, on va dire c'est les armes et la littérature, les livres, voilà, je suis un passionné d'histoire, de philo, de littérature, tout ça, je lis tout le temps, en fait, voilà. Au moins tous les jours, en tout cas. Bon, donc voilà, donc c'est depuis toujours que j'aime les armes, que j'aime les livres et que j'aime la musique. Je dirais que, là encore, en période dégradée, je garde des armes. Mais si on me dit, Eric, t'as le droit de garder un bouquin ou une arme, bah, je vais peut-être vous décevoir, mais je garderai peut-être le bouquin. Voilà. Bon, bref. J'espère ne jamais être confronté à ce choix cornélien. Gérard Blanchard, à nouveau, qui me demande quel calibre je préfère entre le 357, le 44 Magnum et le 45 Long Colt. Alors là aussi, ça dépend, parce que si c'est d'un point de vue économique, je préfère tirer au 357, c'est le moins cher des trois. Si j'ai un gros truc à descendre, peut-être je prendrai le 44 Magnum, et le 45 Long Colt, ben je tire régulièrement avec, donc j'ai beaucoup de plaisir avec le 45 Long Colt. Mais encore une fois, je ne peux pas dire que je préfère tel ou tel calibre. Sachant quand même que le 44 Magnum, je le disais tout à l'heure, je me suis tellement démonté la main avec. Mon premier 44 Magnum, je l'ai revendu pour cette raison-là, parce que ça tape trop. Et puis si c'est pour sous-charger, ben, où est le plaisir du 44 Magnum si ça ne défonce pas la main, quoi. Donc, je l'ai revendu, et puis après vous vous dites quand même, un 44 Magnum, il faut au moins un 44 Magnum dans le coffre. Donc j'en ai racheté un, que j'ai revendu pour les mêmes raisons, j'en ai racheté un troisième, revendu pour les mêmes raisons, enfin bon bref. Là j'en ai plus depuis 2 ans. Je crois qu'il y a une de mes premières vidéos, qui doit dater d'1 an et demi, 2 ans, où j'ai un 44 Magnum Smith & Wesson, magnifique, hein, sublime, mais que j'ai revendu aussi, quoi. Enfin, bon bref. Encore une fois, on ne peut pas tout garder. Sinon, je garderai quand même le 44 Magnum aussi, hein, juste pour le fun. Alors, question de Fab84. Pourquoi n'y a-t-il plus de 1911 dans ma collection? Eh bien, c'est très simple. C'est pas qu'il n'y a plus de 1911 dans ma collection. La vraie question, c'est pourquoi n'y a-t-il plus momentanément de 1911 dans ma collection? Parce que vous savez bien que c'est une arme que j'adore, même si je lui préfère depuis peu le 45-06 Smith & Wesson, celui de Vic McKeag dont je parle dans la vidéo sur cette arme-là. Franchement, je suis vraiment amoureux de ce flingue. Mais un 1911 Colt standard, évidemment que... Je faisais le compte l'autre fois avec un pote tireur, et puis au final, eh ben, j'ai calculé que j'en avais eu 9 dans ma carrière de tireur. J'avais eu 9 1911. Plusieurs Colts, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, du Remington, Seconde Guerre mondiale. J'ai eu aussi du Springfield Armory, et j'ai eu le dernier que j'ai revendu il n'y a pas longtemps, c'était le auto-ordnance. Voilà. Mais j'en rachèterai, oui, bien sûr, c'est sûr. Voilà. Bon. Alors, question de David Cavaille. Alors, David Cavaille me demande si j'ai vu les Sons of Anarchy. Et comment j'ai vu les Sons of Anarchy? Alors, je suis pas vraiment biker, j'ai eu beaucoup de motos, mais j'ai jamais eu de Harley, j'ai jamais fait partie de club de Motorcycle Club. Non, mais j'ai vu les Sons of Anarchy, ouais, c'est une claque. C'est une claque. Et c'est vrai qu'on retrouve les mêmes dans The Shield et Sons of Anarchy, parce que un des coproducteurs et scénaristes de The Shield, c'est Kurt Sutter, et Kurt Sutter a créé les Sons of Anarchy, donc on retrouve beaucoup des acteurs dans les deux séries, et enfin moi j'ai adoré, quoi. Sons of Anarchy, ça reste une de mes séries préférées, quoi, sans problème. Donc oui David, j'ai vu les Sons of Anarchy. Alors combien j'ai d'armes dans ma collection? Impossible. Impossible à dire. Enfin si, mais je peux les compter. Voilà, j'en ai encore au coffre évidemment.
Ça change tout le temps, quoi. Ça change tout le temps. Si vous observez bien, il y en avait une de plus la dernière vidéo. Bon, j'ai vendu une Tigre. Vous savez que ce fabricant espagnol qui dans les années 1910-1920 avait copié la 92 Tigre, j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. Finalement j'en avais racheté une deuxième, et puis du fait que j'en ai racheté une deuxième de Tigre, j'ai un copain, il m'a dit vends-moi une des deux. Lui c'est un passionné de Winchester aussi, et d'armes historiques, donc voilà. Je rappelle que la Tigre n'est pas une Winchester, c'est une copie sans licence de la Winchester. Je vous invite si vous voulez tout savoir sur cette carabine, à regarder la vidéo que je lui ai consacrée. Les collectionneurs disent que c'est la seule copie qui est digne de figurer sur un râtelier de Winchester. Voilà. Bref, donc je lui ai vendu un des deux exemplaires. Voilà. Alors il me demande, David Cavaille me demande également si j'ai des armes modernes. Alors oui, j'en ai, moins qu'avant, parce que c'est vrai que je me suis un peu plus consacré aux armes historiques, même si ce sont des répliques. Ce sont quand même des répliques d'armes historiques. Mais j'ai des armes modernes, oui. J'ai eu beaucoup de fusils d'assaut, j'en ai plus depuis... Mon dernier fusil d'assaut, ça devait être la dernière fois que je suis allé au CTPV à Toulon, et que je l'ai revendu peu de temps après. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec les événements, on se dit peut-être faudrait en racheter un. Enfin bon bref, pour l'instant, en armes modernes, j'en ai quelques-unes, mais c'est des armes de poing. J'ai pas d'armes d'épaule en armes modernes. Voilà. Mais j'exclus pas de me rééquiper en fusil d'assaut, bien sûr. Je pense quoi des répliques à poudre noire? Toujours David qui pose la question, je pense quoi des répliques à poudre noire? Je pense heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'on a eu des fabricants italiens, Pieta, Uberti, Palmetto, Euroarm, etc. Enfin, il y en avait de pléthore dans les années 60. Heureusement qu'ils étaient là pour faire revivre les armes de l'Ouest. D'ailleurs, toutes les armes que vous voyez dans les western spaghetti, c'est du Pieta, du Uberti, du Armi San Marco, Armi San Paolo, ben voilà, hein, c'est que ça. Hein. Voilà, donc oui. Heureusement que... Alors si la question c'était qu'est-ce que j'en pense en termes de qualité, bon, il y a un petit peu de tout, mais globalement, ça tient la route. On peut tomber sur un modèle un peu défectueux ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, moi j'ai eu énormément de poudre noire, ne serait-ce que pour faire les vidéos sur la guerre de sécession, Nord-Sud, j'en ai acheté énormément, je veux dire, elles fonctionnaient toutes, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Après que, effectivement, ce soit la réplique parfaite, le machin bidule, il y a toujours des petites... il peut y avoir des petites différences, mais globalement, c'est bon, quoi. Voilà, donc je n'en pense que du bien des répliques à poudre noire. Alors, David me termine son questionnaire en me demandant ce que je pense du projet de ce gendarme, un colonel de gendarmerie, je sais pas quoi, qui a dit que, enfin, qui a déclaré en commission de je sais pas quoi non plus, si fallait pas déclasser les catégories C pour les mettre en catégorie B. Alors, bon bref, de l'avis général, c'est le genre de truc qui passera jamais. Mais bon, voilà, j'en pense rien, je pense que c'est une connerie. Comme je pense que c'est une connerie toute la loi sur les armes. Évidemment, la sécurité, tout ça c'est important. Évidemment, les fichiers, faut pas que tout le monde puisse accéder aux armes, etc. Mais en fait, si vous voulez, je vous ferai une vidéo un jour sur ce que je pense des armes en France. Voilà. Ce que je pense des armes en France d'un point de vue historique. Donc on peut partir d'avant la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Ça sera un joli thème de vidéo aussi. Hein. Voilà. Donc j'ai envie de le faire parce que j'ai des choses à dire sur ça. Voilà. Mais c'est pas l'endroit, puis en plus c'est pas la question que vous m'avez posée. Alors question de Circa 45 Colt, déjà, on est bien. Si je dois garder une seule arme de poing et une seule arme d'épaule, lesquelles ça serait? Ben encore une fois, ça dépend pourquoi faire. Voilà. Si c'est pour garder au mur par affection sentimentale, ben ça sera un Colt et une Winchester. Maintenant, encore une fois, si c'est pour aller dégommer du zombie, je m'équiperai autrement. Question de LL. LL me demande une vidéo, enfin si j'ai prévu de faire une vidéo sur la Winchester 94. Alors non, je vais répondre franchement, si je fais une vidéo sur Winchester, ça sera pareil que Smith & Wesson, ou que celle que je dois faire sur Colt, qui est toujours pas finie, voilà, bon bref c'est comme ça.
peut-être que je recule pour faire cette vidéo Colt, parce que comme c'est mon arme fétiche, en fait, peut-être que, je sais pas, peut-être... bon bref, je la ferai, hein, voilà. Mais donc, si je fais une vidéo sur les Winchester, ça sera des Winchester en partant de la Henry, puisque s'il n'y avait pas eu Henry, il n'y aurait pas eu Winchester, donc on va parler quand même de la Henry 1860 que vous voyez là, et on va aller jusqu'à la 1895, en tout cas pour ce qui est des armes à levier de sous-garde. Donc, sachant quand même que dans le lot, la 94, c'est celle qui m'intéresse le moins, en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est tardive. C'est comme la 94 et la 95. Bon, pour le collectionneur, c'est important. D'ailleurs, bah voilà, ça c'est une 94, alors c'est celle qui a participé à la Première Guerre mondiale, armée française. J'en ai une autre qui va arriver, qui est plus récente. Mais globalement, voilà, j'ai celle-là aussi, celle-là, pardon, qui est une 94, en 44 Magnum. Celle-là, elle s'en va demain faire le bonheur d'un autre passionné qui a flashé dessus, et voilà. Et donc, la 94, c'est une carabine de chasse qui a été conçue comme ça, et pour concurrencer Marlin, qui commençait à prendre... voilà, il faut savoir quand même que Winchester, c'est comme ça, hein, je veux dire, ça a failli faire faillite, je crois, en 1921 ou 1930, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais je ferai certainement une vidéo sur l'histoire de Winchester. Mais spécifiquement sur la 94, non. En plus, elle est tardive comme la 95, et ni la 94 ni la 95 ont fait la conquête de l'Ouest. Donc moi, mes Winchester préférés, ça va de la 60 à la 66 à la 73. On va dire globalement, c'est ces trois-là que je préfère. De nouveau, une question de résilient français. Donc, est-ce que je pense qu'il peut y avoir un assouplissement des lois sur les armes en France? On n'en prend pas le chemin, parce que vous savez, c'est comme tout, on vous accorde ça d'un côté, mais on vous retire ça de l'autre. Donc, ce qu'on peut prendre pour des avancées, souvent, on se fait avoir quand même. Donc, je ne pense pas qu'il y a un assouplissement à prévoir actuellement. Après, s'il y a une révolution, si le peuple s'arme et descend dans la rue, bon là, j'en sais rien. Et question intéressante de Résilient Français toujours, que pensent mes proches de ma passion? Et est-ce que j'en ai converti? Alors, c'est difficile à dire, parce que moi je parle des armes d'une manière, je ne vais pas dire d'une manière philosophique, mais quand je parle des armes, j'en parle évidemment, d'abord je défends les armes, donc j'essaye d'en parler bien, et de ne pas faire le gros bourrin. C'est déjà pas ma nature, mais je vais parler des armes peut-être aussi par l'aspect philosophique aussi. Il y a un aspect philosophique aux armes, bien entendu. Et puis, très souvent, quand vous avez un contradicteur, si vous connaissez bien l'histoire des armes, si vous connaissez bien les chiffres des morts par arme à feu aux États-Unis, etc., le mec, il ne trouve plus rien à dire. Votre contradicteur, il se retrouve coincé, parce que vous lui prouvez par A plus B que les armes ne sont pas le problème. Voilà. Les armes ne sont pas le problème. Voilà. Donc mes proches, en pensent que du bien, même si partagent pas forcément, et ils vont pas me dire emmène-moi au stand, j'ai envie d'essayer, encore que beaucoup de mes amis me demandent. J'en ai converti beaucoup d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont pris leur licence FFT grâce à moi. Ceci étant, voilà, ma fille a beaucoup tiré quand elle était ado. Elle a toujours connu des armes à la maison, donc quand elle était ado, je ne me rappelle plus, peut-être vers 14-15 ans, elle a beaucoup tiré à tout, Kalachnikov, enfin tout, elle a tiré à tout. Et puis voilà, ça lui a passé, elle a trouvé que les garçons c'était peut-être plus intéressant. Et puis voilà, tout simplement. Donc elle n'a rien contre les armes, mais elle est plus trop branchée là-dessus. Donc non, voilà, j'ai pas de problème avec mes proches ni avec mes amis. Après, les gens que je connais pas, je vais pas leur serrer la main en disant, vous savez, j'ai des armes à la maison, ça serait ridicule. Mais si je vois par exemple que je vais chez des gens et que je vois un fusil de chasse, que je vois un truc, tout ça, il suffit habilement d'orienter un peu la conversation, puis ça y est, après c'est parti. Voilà, donc question de Sam Gav. Alors Sam Gav, il a particulièrement aimé
la vidéo que j'ai fait sur The Shield et sur le Smith & Wesson de Vic Mackey, le 4506. Donc il me dit, est-ce que tu prévois de faire d'autres vidéos sur les séries, notamment Starsky et Hutch, ça serait génial, etc. Eh ben oui, oui, moi je trouve que ça serait génial. Le problème, c'est que j'ai pas tellement... J'ai parlé de The Shield parce que j'étais en train de me refaire la série, quoi. J'étais dans le bain, etc. Là, me retaper tous les épisodes de Starsky et Hutch, j'en sais rien, ouais. Je suis pas hyper motivé à ça, quand même. Mais pourquoi pas, oui, oui. Ce qui m'intéresserait davantage, mon cher Sam Gav, ce qui m'intéresserait davantage, ça serait plutôt de regarder un western et d'en parler. Voilà, qu'est-ce qui est correct, pas correct, est-ce que ce sont des événements qui sont vraiment passés, est-ce que de même que je vais un peu sur la même idée qu'au Quai Coral, et vous allez voir au Quai Coral quelles sont les armes qui ont été employées, quelles sont les armes qu'on a attribuées et qu'en fait ils n'ont jamais eu, enfin bon bref, tout ça on va y revenir, ça m'intéresse, voilà. Après me retaper Starsky et Hutch, je laisse ça à d'autres. Question de Dan Cheru. Dan Cheru, il a remarqué que j'avais un très beau Bowie, voilà, qui n'a de Bowie évidemment que l'allure. Hein. Voilà, c'est un couteau magnifique, c'est un couteau artisanal que j'ai acheté sur un site bien connu, PAF2. Et je ne connais absolument pas l'origine. Moi je l'ai acheté, pourquoi? Parce que... Alors il est signé et tout, mais j'ai pas cherché à savoir qui l'avait fabriqué. Moi je voulais un couteau qui ressemble justement à un Bowie pour décorer un peu voilà, pour que ça aille bien dans le décor de mes armes de l'Ouest, c'est tout. Donc je n'ai rien à en dire, sauf que je le trouve très beau. Voilà, il est très beau. Le manche est en corne, enfin il est très très bien ouvragé. Alors il est costaud, hein, c'est un truc, bon, c'est... Voilà, hein, j'aimerais pas le prendre dans le vide. Voilà. Question de Christian Le Tézer. Alors Christian Le Tézer, il me demande, le 44-40 est-il un bon calibre pour la chasse? Aucune idée. J'ai tendance à dire oui, pour un certain gibier. Dans l'Ouest américain, à l'époque, ils utilisaient plutôt des gros calibres quand même pour tuer le bison. 45, 70, etc., etc. Des gros trucs. 44, 40, je sais pas. Et encore une fois, je suis pas chasseur, donc je suis vraiment désolé, Christian, de ne pas pouvoir répondre vraiment à cette question-là. Le mieux, c'est de s'adresser à des chasseurs. Est-ce que vous tirez, est-ce que vous chassez au 44, 40? À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de candidats. Et enfin, dernière question, qui est une question tout à fait mignonnette, qui n'a rien à voir avec les armes. On doit cette question à Denis Canu, mon cher Denis Canu. Il me demande si j'aime les chats. Et oui, j'aime les chats. Évidemment, j'aime les chats. Le chat est mon animal préféré. Alors, j'aime aussi beaucoup les chevaux. J'en ai pas, mais souvent je me dis quand même, avec ma femme, on se dit, ça serait bien qu'un jour, on se prenne une ferme avec 2-3 chevaux. Enfin, on aimerait bien, quoi, tous les deux. Bon, bref, c'est pas à l'ordre du jour, mais oui, j'aime les chats. On en a 2 actuellement. On se tâte à savoir si on va en prendre un petit 3e, parce que la dernière, on l'a depuis pas longtemps, on l'a eu à 1 mois et demi et elle a 7 mois, donc ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Oui, les chats, c'est un bonheur, c'est un régal. Et puis alors, ici, tout est permis hein, pour eux. Je le dis, hein, peut-être il y en a qui ne voient pas ça comme ça, mais moi, les chats, du moment qu'on a des animaux, je considère que, et puis que c'est des animaux, voilà, ça serait des chiens, je dirais pas ça, mais nous, les chats, on les laisse monter partout, on les laisse, ils mangent sur la table avec nous, enfin, on leur laisse quasiment tout faire, quoi, voilà, on les fout des chats, donc ils ont une certaine liberté chez nous, ils sont pas malheureux, c'est sûr. Voilà, ça clôture donc cette série de questions, j'espère que mes réponses vous auront intéressé, vous auront plu et en tout cas auront répondu à vos questions. On fera une prochaine FAQ dans quelques mois, dans un an peut-être, je sais pas. Il y a Holly Wolf aussi qui m'a demandé, j'ai oublié mon cher Holly Wolf, tu me demandais si j'avais prévu de faire un live bientôt.
Alors je sais que c'est un exercice que tout le monde fait, pratiquement. Moi je ne sais même pas comment faire, hein, d'un point de vue informatique, je ne sais même pas comment on fait un live pour que vous puissiez interagir avec moi en direct. Je ne sais même pas comment on fait. Mais je peux apprendre, hein, c'est pas... Mais bon, non, j'ai pas prévu de live pour le moment. J'ai beaucoup de travail déjà avec les vidéos que je prépare. Puisque vous savez que quand je m'intéresse à un sujet, j'essaie quand même de fouiller le sujet à fond. Si vous regardez, on parlait de la vidéo sur Galant, je ne me contente pas de parler du revolver Galant, je parle aussi des brevets d'invention, je parle comment on en arrive à ça, quoi. Voilà. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pareil sur les holsters, je suis en train de me procurer plusieurs holsters pour pouvoir vous parler de ce qui existait, de ce qui n'existait pas, ce qui est historique, ce qui ne l'est pas, comment les armes étaient portées la plupart du temps, etc., etc. Voilà, de même que quand je vais parler des Koch Guns, on ne va pas parler que du Koch Gun en disant celui-là il a un canon de 51, l'autre il a un canon de 60, l'autre il... On s'en fout de ça. C'est comment les Koch Guns et les fusils de chasse étaient utilisés dans l'Ouest. Voilà. À quoi ils servaient réellement, à quoi... Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi qui m'intéresse. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. N'attendez rien de moi la semaine prochaine, peut-être dans les 15 jours qui viennent, parce que comme je vous ai dit, j'attends un troisième calibre 12 pour pouvoir faire ma vidéo. Je vais le recevoir, je pense, cette semaine, mais si je le reçois en fin de semaine, après il faut que je m'organise pour le tournage et tout, puisqu'il faut que je réserve le stand, donc c'est pas évident. La vidéo sur OK Corral, c'est pareil, il y aura une partie filmée au stand, parce que je vais pas... J'ai pris goût à faire des petites vidéos d'intro avec les flingues et tout, et à tirer. Ça me plaît bien, ça. Donc j'ai envie d'en faire de plus en plus. Donc il y en aura. Voilà, il y en aura. Voilà, donc... mais bon, on se retrouve très vite de toute façon. Voilà. Merci pour vos abonnements, merci de liker, merci de laisser un commentaire. Vous êtes très nombreux à laisser des commentaires, franchement, ça me ravit. Et c'est excellent pour le référencement de la chaîne. Je rappelle qu'on est à 3000, presque 3400 abonnés, et on était un peu plus de 500 il y a un an. Voilà, donc la progression elle est quand même énorme. Je vous en remercie, et je vous dis, voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous, à très vite. Ciao les amis!